religion et de la politique. Mieux, sur la nécessaire soumission de la religion aux politiques. Aucune activité religieuse ne peut être exercée sans l'accord du politique. Aucun membre du clergé ne peut être affranchi du regard du magistrat dans l'exercice de sa fonction. Aucun dogme ne peut être promulgué sans avoir reçu de sanction gouvernementale. Voltaire est donc partisan d'une religion soumise au pouvoir temporel, d'où la distinction qu'il propose entre une religion d'État, qui n'est rien d'autre qu'une religion civile, où les ministres du culte occupent seulement des fonctions administratives et éducatives, et une religion théologique qui alimente superstition et fanatisme. Peu importe que cette religion civile emprunte son rituel à telle ou telle religion révélée, l'essentiel étant que ceux qui la prêchent le fassent selon des consignes claires, édictées par le magistrat, et qu'ils bornent leur action à des tâches précises, la plus importante étant de rappeler à leurs concitoyens le respect qu'ils ont à avoir à l'égard de Dieu, retrouve la religion raisonnable que je mentionnais tout à l'heure. À partir de là, on comprend que Voltaire ne valorise pas, comme le faisait Locke, la coexistence de plusieurs religions au sein d'un État qui placerait les différents cultes sur un pied d'égalité et qu'il accepte plutôt avec Hobbes l'inégalité de traitement qui existe entre partisans du culte officiel et sectateurs ou membres de religions différentes, notamment au niveau de l'attribution des charges publiques, comme cela se produisait à l'époque pour les catholiques en Angleterre ou pour les juifs en France. Choisir de ne pas faire partie de l'Église nationale revient donc à accepter de ne pouvoir bénéficier des prébendes publiques. Inégalité de traitement qui est acceptable tant que les droits civils de tous sont respectés, comme l'indique Voltaire dans le traité sur la tolérance. Je le cite. « Je ne dis pas que tous ceux qui ne sont point de la religion du prince doivent partager les places et les honneurs de ceux qui sont de la religion dominante. En Angleterre, les catholiques, regard attachés au parti du prétendant, ne peuvent parvenir aux emplois. Ils payent même double taxe, mais ils jouissent d'ailleurs de tous les droits des citoyens. » Tant qu'on respecte leurs droits, on peut justifier une inégalité de traitement au niveau de la religion à laquelle chacun choisit d'appartenir. De même, toujours avec Hobbes et au nom de la paix civile, Voltaire distingue le droit de la conscience en matière religieuse du devoir d'obéissance en matière politique. Tout citoyen est dans l'obligation de se soumettre au souverain, que ce dernier partage ou non ses croyances intimes, et toute rébellion contre un souverain légitime se doit d'être réprimée. La tolérance ne peut être réduite à l'indifférence, et l'essentiel est toujours la préservation de l'ordre social, et donc la liquidation de l'esprit de fanatisme. À cet égard, on l'a déjà vu précédemment, Voltaire nous rappelle qu'une amélioration est en cours, que les progrès de la raison, le recul de la superstition, la diffusion des véridiques, l'esprit du temps, l'impact des travaux des philosophes, la multiplication des sectes dans le respect des lois, etc., tout ceci sont des éléments qui laissent à penser que la tolérance va se généraliser et que les excès du fanatisme ne peuvent que reculer. Où l'on retrouve l'optimisme déjà évoqué précédemment et que met bien en lumière un autre passage du traité sur la tolérance. Je cite, « Chaque jour, écrit Voltaire, la raison pénètre en France, dans les boutiques des marchands comme dans les hôtels des seigneurs. Il faut cultiver les fruits de cette raison, d'autant plus qu'il est impossible de les empêcher d'éclore. On ne peut gouverner la France, après qu'elle a été éclairée par les Pascal, les Nicole, les Arnaud, les Bossuet, les Descartes, les Gassendi, les Bayle, les Fontenelle, etc., comme on l'a gouvernée du temps des Garas et des Menot, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Reste à savoir si des limites doivent être données, là encore, à cette tolérance générale, notamment en ce qui a trait à l'épineux problème des athées évoqué par Bayle. C'est sur cette question que je terminerai. À l'égard des athées, Voltaire élabore une solution audacieuse qui s'écarte à la fois de la thèse de Locke, pour qui une société d'athées est impossible, et de celle de Bayle, pour qui un regroupement d'athées est non seulement possible, mais également non préjudiciable au fonctionnement de l'État. Qu'une société d'athées soit possible, c'est, pour Voltaire, l'évidence même. Et l'histoire, plus que la géographie, l'a montré. En effet, au lieu de citer en exemple sur cette question des peuplades éloignées, Bayle aurait dû penser aux sociétés philosophiques de l'Antiquité, et en particulier aux épicuriens,
que Voltaire décrit comme des athées, et mieux encore se référer au Sénat romain du temps de César et de Cicéron. L'intérêt de cet exemple historique, le Sénat du temps de César et de Cicéron, c'est qu'il permet de juger sur pièce la viabilité. S'il ne fait pas de doute pour Voltaire que l'athéisme vaut mieux que le fanatisme, il n'en reste pas moins qu'il peut tout autant conduire à la dissolution du politique, comme la chute de la République romaine l'a prouvé. Au fond, l'athéisme vertueux, sauf exception rarissime, celle de Spinoza bien sûr, est une contradiction dans les termes, car sans la reconnaissance d'un être suprême rémunérateur et vengeur, aucun frein n'est mis aux passions des hommes, qui sont à elles seules la cause de la destruction de l'ordre civil. Si Voltaire rejoint Locke au final et pense que, je cite, « dans une ville policée, il est infiniment plus utile d'avoir une religion, même mauvaise, que de n'en avoir point du tout, et que la sainteté des serments est nécessaire, ce n'est point comme ce dernier au nom d'exigences théoriques, mais à partir de l'examen d'un cas concret, celui de la République romaine, qui lui paraît pouvoir servir de loi générale. Mieux vaut vivre, malgré tout, dans un état où prédomine une religion, même mobile à tout moment de se laisser submerger par les excès du fanatisme, que vivre dans une société d'athées, où il est par définition impossible de se fier à qui que ce soit. La solution la meilleure serait sans doute de vivre dans un état où tout est mis en œuvre pour que la religion civile ne se transforme pas en religion théologique. La question qui se pose alors est de savoir comment y parvenir, c'est-à-dire comment vaincre la superstition qui conduit au fanatisme sans que ce combat ne se retourne contre le gouvernement qui l'a entrepris. Question difficile, comme le reconnaît Voltaire, c'est demander, écrit-il, jusqu'à quel point on doit faire la ponction à un hydropique qui peut mourir dans l'opération. Cela dépend de la prudence du médecin. Médecin du corps social, c'est aux politiques à savoir mener de front tolérance et répression afin de remplir sa fonction, qui est de permettre le vivre ensemble et de favoriser le bien commun. Je conclus. Bien que Voltaire n'ait pas proposé un select systématique sur la tolérance, comme l'avait fait Locke ou Bayle, il n'en reste pas moins que son approche est profondément originale. En effet, Voltaire ne s'est pas contenté de reprendre les problématiques de ses prédécesseurs, il les a profondément remaniées à partir de sa propre philosophie, et ce afin de les intégrer dans un canevas plus large où elles acquièrent une dimension neuve. Cette dimension est celle d'un théisme métaphysique indissociable d'une conception nouvelle de la politique, dégagée de toute suggestion théologique et soucieuse tant de la liberté de pensée et d'expression de chacun que des limites politiques à apporter aux actions inspirées par cette liberté, certes indispensable, mais non totale. De tous les penseurs des Lumières, Voltaire me semble être celui qui anticipe le plus les réflexions de John Stuart Mill sur cette même question, et partant, les questions qui sont encore les nôtres aujourd'hui. Je vous remercie. Temos algum tempo para perguntas. Je n'ai pas été trop long, ça va? J'ai parlé suffisamment doucement? Ah oui. Ça va? J'ai une petite question. Oui. Vous avez parlé de la tolérance religieuse Oui. et aussi de la morale. Oui. Je me demande s'il y a une possibilité de penser la tolérance religieuse, la tolérance politique et une sorte de tolérance morale. La tolérance de coutumes, de diversité de coutumes, chez Voltaire. Ah, et ça c'est... Alors, une drôle de question, parce que c'est une question difficile, parce que Voltaire a cette idée, contrairement à Locke, il est très critique à l'égard de Locke sur la question morale. Il a cette idée que la raison, par ses propres forces, peut dégager un certain nombre de préceptes moraux qui peuvent valoir universellement. D'accord ? Donc, il reconnaît évidemment la diversité des coutumes, des mœurs, bien sûr. Mais il dit qu'on pourrait parvenir en morale, de manière quasi démonstrative, à tirer un certain nombre de